Bienvenue au Théâtre Poème. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Quand on te demande ce que tu fais dans la vie, comment te présentes-tu ? Je me présente comme pianiste et compositeur, et c'est-à-dire aussi parfois comme quelqu'un qui cherche à assembler les langages de la musique, les langages de l'émotion, les langages de la parole aussi parfois, et voilà, qui est ouvert à toutes les formes d'art, c'est-à-dire autant la danse que la peinture, que le théâtre, que la poésie, que le cinéma. Même le cirque aussi, j'ai travaillé avec une trapéziste, et donc me présente comme, oui, voilà, comme un pianiste qui essaye d'exprimer par le piano et la musique des ressentis sur ce que je vis, sur comment je vois le monde, aussi comment je ressens la partie invisible du monde, la partie plus intérieure, qui est parfois difficile à exprimer dans le monde d'aujourd'hui, puisque on est dans un monde très, très utilitaire, où on a beaucoup d'informations et beaucoup de moyens, comme les ordinateurs, pour que ça fonctionne. Mais aussi, on n'a pas toujours pensé qu'il faut aussi développer les moyens pour continuer à penser et continuer à être émerveillé et continuer à regarder les étoiles ou la lune ou le lever du soleil comme quelque chose d'extraordinaire et auquel on assiste, on fait peut-être parfois un peu trop comme si c'était un décor. Et moi, par mon travail et par mon engagement, j'essaie de nous rappeler ça, de nous rappeler l'impression de cette magie en fait de la vie. Ça fait un peu les fondamentaux. Les fondamentaux. Ça fait un peu Miss France, mais en même temps. Tu n'as pas le profil de Miss France, te rassure. Heureusement. Enfin, je peux mettre le bikini, c'est après. En maillot. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je t'ai interrompu, excuse-moi. Quelle est l'œuvre qui t'a le plus influencé dans ta carrière ? Ah, si je dois en citer qu'une seule. Bon, l'idée, c'est le jeu de l'œuvre. Oui, tu peux en citer 3-4, mais... C'est très facile, c'est le Sacre du Printemps. Voilà. Pour moi, c'est l'œuvre incontournable parce qu'elle est vraiment l'œuvre qui est la charnière entre le monde, ce que j'adore, le monde des classiques, du baroque. Stravinsky avait beaucoup travaillé là-dessus, sur le contrepoint, enfin l'organisation des voix. Et elle ouvre sur un monde qui est plus moderne, un monde qui est plus rythmique, un monde qui est plus brutal, un monde où les choses se confrontent, comme parfois certains accords sur lesquels il joue, qui sont un peu comme des agglomérats de deux choses qui normalement doivent coexister dans le temps l'un après l'autre. Il y a quelque chose où je remets ça très proche du travail de Picasso à l'époque, où il a commencé à peindre les visages de plusieurs points de vue en même temps, qui a donné finalement naissance un peu à cette impression de cubisme, mais en fait c'est parce que c'était l'impression de regarder un objet de plusieurs endroits en même temps. Et donc pour moi dans le Sacre du Printemps, il y a et puis ce thème, ce thème du sacrifice qui fait qu'on se dit aussi c'est une histoire. Et donc moi j'aime beaucoup quand la musique ou quand les choses vraiment racontent une histoire forte. Et avec le Sacre du Printemps, évidemment, on est dans le... Pour moi, si je devais choisir une seule, je choisirais le Sacre du Printemps. Enfin, je choisis. Tu choisis le Sacre du Printemps. Une œuvre qui t'a touché récemment, quelle qu'elle soit. Une œuvre qui m'a touché récemment, quelle qu'elle soit. En peinture, l'écriture, ouais, la musique. Je vais dire un truc très bizarre, mais vraiment le truc que j'ai préféré récemment, parce que bon, pendant le confinement, j'ai fait pas mal de Netflix, je vais dire, et j'ai vu un film qui s'appelle The Nice Guys, qui est, je sais pas quel est le réalisateur, mais c'est avec Ryan Gosling et Russell Crowe. Et j'ai trouvé que ça faisait des années que j'avais pas vu un film comme ça qui m'a parlé à tous les niveaux en même temps, avec musique vintage, années 80, des scènes complètement à couper le souffle, de cascades, mais très drôles. Et puis deux acteurs, enfin c'est basé sur le jeu d'acteurs, ce qui me manque beaucoup au cinéma ces derniers temps. Et donc je peux pas mentir, je veux dire ça, parce que musicalement, pour l'instant, j'ai pas eu une découverte qui m'a... C'est le but de la question, hein, c'est oui, d'ouvrir à... C'est ça. Après, si c'est la musique, c'est une œuvre à laquelle j'ai participé. J'ai réécouté le disque Opus 111 qu'on a fait avec Akamoun. Et puis, c'est toujours la même chose. Quand on se réécoute au début, on a du mal. Et puis là, je l'ai réécouté. Et puis surtout, c'est un artiste, la Freddy Massamba, le chanteur. C'est merveilleux. Il chante. Il y a quelques morceaux où Fabrizio, enfin tout le monde joue incroyablement bien. Mais lui, il fait que ça décolle. Vous allez le reprendre d'ailleurs. Oui, on va jouer ça bientôt.
dans les conditions qui seront possibles par rapport aux évolutions du confinage. Confinatoire. Les évolutions confinatoires. On verra ce que ça donne. Confinimesque. C'est ça. Quel livre trouve-t-on sur ta table de nuit? Alors, pour l'instant, c'est surtout la Divine Comédie de Dante. Bravo. Oui, bravo, mais en même temps, je ne vais pas non plus faire le faillot. Je lis ça pour m'inspirer, parce que je travaille sur un projet là, de voyage dans la nuit. Donc, je vais m'inspirer de la Messe noire de Scriabine, c'est je crois la 9e sonate. En fait, et le voyage de Dante m'intéresse dans l'idée qu'on plonge dans un autre monde. Et j'ai envie de faire vivre une expérience voilà, sur 1 heure de temps où on rentre dans la nuit. Parce que récemment, en travaillant à Namur, là, j'ai dormi, pas à la Belle Étoile, mais en tout cas dans une pièce qui est à côté d'une forêt avec une grande baie vitrée. Et je me suis rendu compte, un jour d'insomnie, qu'en fait, la nuit, à proprement parler, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment un court moment dans la nuit où vraiment on se dit on est au bout de la nuit. Alors il y a Céline, évidemment, qui a écrit Voyage au bout de la nuit, mais c'est autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'arriver à me dire, tiens, comment dans la langue ou dans la musique, je pourrais faire venir de la notion d'obscurité ou de lumière. Et donc, je vais essayer de travailler autour de ça. Et la Divine Comédie m'intéresse pas en tant que telle, parce que je crois que c'est très bien en italien, mais moi, je dis ça en français, donc c'est quand même un petit peu... l'expression est un peu passée. Il y a beaucoup de références aussi, j'ai lu qu'il y a beaucoup de références politiques, où en fait, il se sert aussi un peu de toutes ces histoires pour donner des messages politiques par rapport à la situation en Italie à ce moment-là. Et donc c'est parfois un peu... Et puis c'est très long, pour mettre ça on ne peut pas mettre ça en musique. Je vais me baser surtout sur l'introduction que je vais transformer au niveau du texte. Et voilà, c'est le livre que j'ai sur ma table de nuit. Et l'autre que j'ai gardé, j'avais l'année passée, mais je l'ai remis encore, c'est Les éloges de la folie, ou Contes de la folie ordinaire, je crois, de Bukowski. C'est un autre genre, un petit peu plus trash. Imaginons que tu puisses t'entretenir. Je la refais. Ouais, parce que tu as dit entretenir. Entretenir. Oui, parce que oui, entretenir. Mais pour le moment, je fais beaucoup de. J'avais dit, il faut prendre le tonneau par les cornes, tu vois. Il faut prendre le tonneau par le bouchon. Imaginons que tu puisses t'entretenir avec un ou une artiste un soir. Oui. Le soir, c'est important. Tu sais ce qui peut se passer un soir. Qui ce serait? Moi, il y a un artiste qui me fascine et je passerais bien une soirée avec lui, c'est Thomas Ostermeyer. C'est un metteur en scène qui travaille, je ne sais pas s'il travaille toujours là, il a été longtemps à la Schaubühne à Berlin. Et je dois dire que les spectacles que j'ai vus de lui m'ont toujours, que ce soit sur parfois le net parce que je ne pouvais pas y aller, mais j'ai été voir un jour à l'Odéon à Paris, Masse pour Masse, donc mesure pour mesure, un Shakespeare adapté, avec le formidable comédien Lars Heidinger. Et sincèrement, oui, si je pouvais passer une soirée, là, j'irais avec Thomas Ostermeyer manger des huîtres, boire du vin blanc, et qu'il me parle un peu de comment il ressent la vérité. Parce que lui, il fait travailler les acteurs, vraiment, ça, j'y crois toujours à 100%. Et puis, c'est formidable, c'est un ballet. Je me rappellerai toute ma vie, j'ai l'impression que ce spectacle flottait et que tout était logique. Pourtant, c'était en allemand, qui n'est pas ma langue maternelle, bien sûr. Il y avait les surtitres. Mais surtout, on entend cette musique et on entend la justesse de la langue malgré que c'est pas notre langue maternelle. Et je garde un souvenir formidable. Et puis alors aussi évidemment sur internet, j'avais regardé les scènes de sa mise en scène de Hamlet, mais c'est des choses vieilles. Je sais qu'il a fait beaucoup de choses entre temps, mais ça, voilà, moi parfois je reste sur des choses et puis je vis avec ça, comme je disais, dans mon monde intérieur, le monde invisible, le monde souterrain où les choses se développent aussi. Parce que peut-être quelque part aussi, c'est ce qu'on a retrouvé dans le confinement, c'est qu'on a pu retoucher à des choses sourdes, des choses, les rivières qui passent sous les villes qu'on oublie, parce qu'on a eu le temps de se poser, on a eu le temps d'écouter des pensées à l'intérieur. Voilà, et ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal en fait. Après, il y a la question de vivre, de survivre, de manger, de gagner de l'argent, mais on est tous, on le sait bien, parfois un peu dans une course où on fait 10 choses par jour alors qu'on devrait peut-être en faire 2 ou 3. Mais malheureusement, le monde moderne nous oblige un petit peu à mettre la pression à ce niveau-là. Mais peut-être si on pouvait garder quelque chose de ça, du confinement, ce serait de garder ce rythme un peu plus profond. Moi, ça m'a plu. Voilà. Moi aussi. Effectivement, de réduire un peu les priorités et à les renommer. En fait, c'est vrai que c'est intéressant.
Comment tu envisages l'avenir? Artistiquement essentiellement, mais globalement. Moi, l'avenir, je l'envisage en continuant ce que j'ai commencé dans le passé, c'est-à-dire à continuer à développer, à toujours plus... J'aimais bien, je ne sais plus qui avait dit ça, j'avais lu une fois et ça m'avait beaucoup plu. Donc une personne, un artiste qui avait dit, voilà, pour moi, je considère qu'en moi, il y a un bloc de granit. Et ça, c'est, on va dire, la fibre artistique en moi. Il avait dit ça. Et puis qu'au fur et à mesure des années, ce bloc, je le sculpte de plus en plus précisément. D'abord, j'ai enlevé des bouts. Puis j'ai commencé à travailler ce côté-là. Mais pendant que je travaille ce côté-là, je n'ai pas le temps de travailler ce côté-là. Puis je retravaille l'autre côté. Puis finalement, on approche. Moi, je vais bientôt avoir 50 ans. Donc, on peut dire déjà au-delà de la moitié du parcours. On se dit, tiens, on commence à avoir une forme qui apparaît. Et quand cette forme commence à apparaître, on se dit, bon, on espère que c'était la bonne, mais dans mon cas, je suis assez d'accord avec mes choix jusqu'à présent et j'ai envie de les... Voilà, il faut continuer à les affiner, continuer à les préciser. Et je me suis rendu compte de quelque chose de très important aussi récemment en travaillant avec Stéréoclip, c'est que c'est un DJ avec lequel on a un spectacle pour l'instant. C'est qu'aussi, ma tendance personnelle, c'est d'avoir beaucoup d'idées et de vouloir un peu charger la barque, on va dire, en termes d'idées, en termes d'impression, et que je me rends compte avec les années que quand je sculpte cette forme, ce qui apparaît, c'est plutôt quelque chose de très simple, parce que je me rends compte et je me dis, mais même si je suis toujours pas capable de le faire, c'est que si on exprime quelque chose de simple, mais qui n'est pas, pour autant dire bête, ou en tout cas sans idée, il y a une idée, mais elle est simple, on permet à l'auditeur de rentrer avec nous dans l'idée et de lui laisser la place pour faire son voyage. Tandis que si on charge un peu, on donne un peu l'impression qu'on veut épater, qu'on veut montrer. En fait, c'est pas du tout le but. Je crois que le but de l'art, ça doit plutôt créer une aspiration dans laquelle l'auditeur et le musicien sont aspirés tous les deux pour pouvoir voyager vers le haut, vers le bas, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Mais donc, je commence vraiment à apprécier un peu plus d'économie, même si quand je joue, parfois je mets beaucoup de notes. Mais c'est ton tempérament aussi. Mais c'est un peu mon tempérament et je lutte parfois contre, mais ça m'arrive souvent dans les concerts. Au bout d'un moment donné, je commence à... En fait, le développement fait que je commence à limiter et à laisser plus de silence. Mais voilà, et donc avoir du plaisir. J'écoute beaucoup Brian Eno, les musiques pour ascenseur ou musique pour aéroport. Parce qu'ils sont avec quelques accords, c'est répétitif, mais ça évolue. Aussi Alvanotto et des gens comme ça, minimalistes. Oui. Je dirais que ma sculpture intérieure, elle sera minimaliste à la fin. Enfin, plus tard. Pour l'instant, après peut-être... Le bloc de granit oui, va fondre, il vient assez fin. C'est amusant cette allégorie, parce que ma maman... Voilà, je pense à elle maintenant parce que tu fais appel à cette allégorie du granit. C'était plus la version du diamant, et que le diamant brut, finalement, n'a pas cette beauté. Non. Mais il se taille. Voilà. Là, il ne faut pas se louper non plus, parce que chaque fois qu'on rate, il perd un peu de taille, mais finalement, on arrive quand même à un produit... on essaie de tendre vers le produit fini idéal, quoi. C'est ça. Pas idéal, et encore. Oui, mais c'est-à-dire que ce qui est beau dans le diamant, c'est qu'en plus, après, il va laisser passer la lumière. Exactement. Et justement, avec le jeu de lumière, c'est mieux la prochaine fois, je dirais, que le diamant. Le granit, c'est un peu plus dense, quoi. Oui, à la force, voilà... au burin. Et sinon, ce que je ferai, c'est qu'à la fin, quand j'aurai ma forme de granit, j'irai le sertir de diamant. Voilà, comme ça, on sera tous contents. Bon, je sais que c'est une question que je pose. Je vais pas te la poser, je vais l'affirmer. Je sais que pour toi, la scène, c'est un espace très important. Ben oui. Ça reste ta salle de jeu, en fait, et d'expression principale. Je vois bien, tu es très à l'aise. Tu es plus à l'aise là-dessus que sur les médias en général. Bien sûr. Ah oui. C'est-à-dire que dans la scène, on est vraiment... c'est l'ultra présent, quoi. C'est-à-dire que c'est de la rencontre. C'est ce que les gens... c'est ce que vous vivez ici. C'est ce que j'ai vécu aussi assis ici en venant voir des spectacles au Théâtre Poème. C'est ce qu'on vit parfois quand on est sur scène. C'est le moment, c'est un moment. C'est des choses, quand ils ont été forts, on les garde à jamais. Et c'est vrai que tout ce qui est reproduction, les enregistrements... même les films, etc. C'est une autre dynamique de production, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose et après cette chose vit un peu indépendamment de nous-mêmes, et quelque part c'est vraiment l'idée de la photographie, parce que le cinéma, c'est de la photographie qui va vite.
On va dire ça comme ça. L'enregistrement, c'est une mémoire du son qui a finalement remplacé la partition presque. Parce que maintenant, beaucoup de jeunes gens n'ont plus besoin d'étudier la musique, ils font la musique directement parce qu'ils ont eu accès à des programmes ou des sons qui font qu'ils rentrent dans la musique comme ça. Et ce qui est très important pour moi, c'est que le moment du concert, c'est vraiment là où on a l'opportunité, je vais reprendre là la phrase de Sergiu Celibidache, ou Celibidache, comme on dit, qui disait, voilà, moi je prépare un orchestre, je me prépare pendant longtemps, pour qu'éventuellement le jour du concert, on arrive à vivre ce moment qui est en fait un peu hors du temps, et qui permet d'ouvrir quand on a vraiment une bonne expérience, et on ne sait plus quelle heure il est, on ne sait pas comment ça se passe. Et c'est un moment un peu, oui, c'est un rituel, c'est un peu sacré, c'est un peu, évidemment, païen, parce qu'il n'y a pas nécessairement de dieux, mais c'est un moment où on est reliés tous ensemble, et on est reliés aux éléments, et quand la mayonnaise prend bien, ben c'est inoubliable pour tout le monde. Et c'est ce qui te caractérise aussi, hein. En général, quand tu joues, ça se sent, tu as une sympathie, et je dis par là la sympathie de vibrer, oui. par sympathie, avec le plateau, ouais. Tu es très à l'écoute, ouais. souvent, et avec le public. Quand j'ai assisté aux différents spectacles et concerts dans lesquels tu te produisais, je l'ai senti toujours beaucoup plus chez toi que chez d'autres interprètes. Alors je ne dis pas qu'ils sont moins attentifs, mais il y a une concentration, tu as une concentration beaucoup plus... ça part d'un spectre beaucoup plus large, en fait. Tu vas chercher beaucoup plus large que simplement sur la scène. En fait. C'est très intéressant. Oui, et ça se sent. Il y a une spatialisation d'attention qui est très intéressante, en fait. Puis aussi, on est un peu des antennes. Moi, je sais que parfois, dans les concerts, on ne sait pas ce qui se passe, mais c'est vrai qu'on s'ouvre, qu'on improvise surtout. Et même quand on interprète des partitions, on ouvre il faut ouvrir quelque chose. Je ne sais pas où, je ne sais pas ce que c'est, on pourrait dire. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'on est aussi on est traversé, et que si on écoute ces énergies qui nous traversent, ces idées et puis on arrive à les exprimer en temps réel, en jouant, ben ça prend plus de force. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose, comme tu disais, la vibration, la sympathie, l'espace, et puis je dirais aussi presque le tellurisme, enfin les énergies. Il y a quelque chose dans la musique fondamentalement énergique, et d'ailleurs même ce pianiste, maintenant son nom m'échappe, zut, merde. Enfin bref, il y a des pianistes comme ça qui chauffent avant le concert, ils viennent sur le piano pour le chauffer, parce que c'est comme un radiateur. Enfin c'est-à-dire, une fois que l'eau chaude passe dans le radiateur, ben il est chaud, et une fois qu'on active les cordes un certain temps, d'avoir vibré, elles chauffent aussi. Bien sûr. Et quand elles ont chauffé, le son est meilleur, le son est plus ouvert, et il y a plus d'harmonique, et puis surtout, c'est comme on dit, voilà, moi, comme on fait un jogging, au début on est froid, hein, on se sent pendant 15 minutes, on a un peu mal partout, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se met en place, on a l'impression qu'on pourrait courir longtemps, et le lendemain on se rend compte qu'on avait mal aux jambes, mais il y a quelque chose qui s'ouvre dans le son, et ça c'est important, et en tant que pianiste, c'est vrai qu'on oublie parfois de le faire, parce que souvent tous les instrumentistes se chauffent en loge, nous comme l'instrument il est sur scène, c'est préliminaire en public. Voilà, et en fait, le fait de chauffer le piano, c'est bien de le faire un peu avant. Et parfois, mais c'est pas jouer de la musique, mais c'est vraiment juste le mettre l'ouvrir. Le préparer. Comme le vin qu'on ouvre et qu'il faut laisser un peu respirer. Il faut que rencontre l'air, l'ambiance, il fait l'alliage, et du coup là, il atteint le goût optimal, le goût qu'on cherchait. Et surtout, cette vibration qui devient aussi, c'est ça. Je parle de langage, mais à un moment donné aussi, justement, ce qui est intéressant dans la musique, c'est qu'on est entre du langage qui est rationnel, puisqu'il y a des écoles de musique, on apprend ce langage, et on est au métalangage. Il n'y a pas de langage, ce sont des sons, des couleurs, des formes qui aussi parfois parlent simplement. Comme je travaille beaucoup avec des non-musiciens, ils s'expriment souvent en termes très simples, en disant « Ah, ça me touche très fort, ah, ça me met les poils, ou ça. » Et qu'est-ce qui fait que ça, plus que ça, c'est toujours un peu personnel, mais aussi il y a des formes qui, je crois, qui sont plus universelles et qui ouvrent des portes, et de se laisser aller. Et donc, par rapport à l'avenir, ce que j'espère, c'est qu'on va enfin aller vers un monde plus juste, plus écologique, et où on se rend compte que l'intérêt de la vie, c'est pas de tracer des frontières, de garder des choses pour soi, mais c'est de partager, comme disait un prof de physique là, de l'ULB, une connaissance. Quand ça se partage, ça se multiplie.
Ça ne divise pas, ça ouvre, ça permet à tout le monde de s'ouvrir, de penser mieux. Et je crois que, sincèrement, on a besoin, enfin, par la musique et par mon travail, je cherche aussi à ce qu'on garde. J'aime pas l'écologie dans le sens comme un drapeau qu'on brandit, mais c'est notre racine. C'est pas une question d'écologie, c'est que on est fait de cette même matière. Donc on a beau, si on ne résonne pas dans l'espace qui nous entoure, avec les arbres, avec les pierres, avec la lumière, on est à côté de la plaque. Bien sûr. Même si on se dit qu'on est dans des villes et qu'on a maîtrisé un peu l'environnement, entre guillemets, mais on doit composer avec l'environnement, et je pense que c'est vers ça qu'on va aller, j'ai l'impression, de retrouver ça, quelque part naturel. C'était le thème de cet échange, c'est la vibration, tout ce qui est vibratoire en fait. Ouais. Bien sûr. Vibration. Quel est le parfum Quel est le parfum? On va pas se lancer sur ce sujet, on sait où ça peut nous mener. Hein. Bon, quel est le parfum qui t'émeut, qui te charge d'énergie, qui te permet d'avancer, qui te permet de te mettre au piano et d'y aller? Tu vois, c'est ce petit parfum. Voilà. Le parfum. Alors, je sais pas, je vais prendre la question comme elle me vient, mais moi, une odeur que j'adore, c'est la bergamote. Moi, je bois toujours le matin du thé à la bergamote. Et je me suis rendu compte que donc la bergamote, je crois que c'est une variété de citron qui a cette odeur spécifique et qui, en fait, moi, j'en bois depuis que je suis petit, mais à un moment donné, je ne me suis pas bien rendu compte, mais c'est vraiment cette odeur. Donc c'est citronné, mais ça a des teintes un peu, je ne sais pas comment on peut appeler ça, vers l'orange. Et surtout, c'est très dynamisant, c'est très, ça ouvre. Et puis, j'adore aussi évidemment la rose pour tout ce qui est plus sensuel. J'adore plein d'odeurs. J'adore aller. Moi, je porte toujours Enfin, avant, je portais un parfum, comme tout le monde. Et puis un jour, j'ai découvert Serge Lutens, qui est un grand parfumeur. Et puis depuis, je ne peux plus acheter que du Serge Lutens. Alors, c'est 2 fois par an parce que ça a quand même un prix. Mais le truc, c'est que cette odeur, elle est avec soi et elle est forte et elle raconte quelque chose. Et par exemple, là, pour l'instant, je porte des clous dans une pelure d'orange. Et en fait, c'est plutôt odeur de clous de girofle et de pelure d'orange, à proprement parler. Et on met ça le matin et j'ai l'impression d'être sur un petit nuage pendant un quart d'heure. Et surtout, je pense que ça fait partie, je sais que Scriabine à l'époque, et certaines personnes y ont pensé, faire le spectacle total avec les odeurs, les sons, la musique. Je crois qu'il faut aussi laisser aux gens le bonheur de voyager. Je sais qu'un ami qui avait été suivre un stage chez Jack DeJohnette, un batteur, lui disait, moi quand je joue, je ferme les yeux et je veux que tout le monde puisse se raconter son film. Tout le monde va raconter son histoire. Et lui aussi, dans cette idée de lâcher prise et d'être dans l'environnement, c'est un mec que j'ai vu en concert qui est extraordinaire. Et lui, il disait parfois, je suis là, je joue et je suis en train de me balader. Et tout d'un coup, il se retrouve en train de se balader sur un chameau dans le désert. Il est complètement ailleurs. Donc, il se laisse exfiltrer de son corps presque. Et ça joue. Et en même temps, donc c'est ça que je veux dire. Faut pas trop charger Donc, j'imagine pas un concert où on diffuserait des odeurs, par exemple. Mais c'est clair que parfois, dans certains temples ou certains endroits, avec l'encens ou la myrrhe ou des choses comme ça, on rentre et tout de suite, on est dans une ambiance. Je me rappellerai toute ma vie à Assise, là, quand j'étais voir le tombeau de Saint-François. L'odeur qu'il y avait, il y avait une sorte d'odeur d'huile et d'encens et une ferveur dans la prière que j'ai vue nulle part ailleurs. Une huile dans l'air comme ça et une impression d'énergie incroyable. Oui. Et donc, je pense que, oui, pour moi, ce sera plutôt des odeurs, on va dire, dynamiques et dynamisante j'aime bien l'odeur de la myrtille aussi, par exemple. Voilà. Merci Fabien. Merci à toi.